Ouais, bah là ça a l'air bon par contre. J'ai réduit la qualité. Bah là ça a l'air bon par contre. J'ai réduit la qualité. Bah là ça a l'air bon par contre. Ok. La qualité. Bah là ça a l'air bon par contre. Voilà. Alors, la pub de là. Donc là, normalement, ça va être ok. Ok, c'est bon, parfait. Merci Phil. Désolé pour ce contretemps. Problème technique, ça arrive. 18h14, on continuera jusqu'à 19h14. Alors, merci d'avoir confirmé sur le chat écrit que tout était ok. Sur Mumble, je vois qu'il y a plusieurs connectés. Est-ce qu'il y en a qui sont là sur le Mumble? Est-ce qu'il y en a qui m'entendent? Certains veulent participer par audio. Je vois qu'il y a 5 connectés là. Si vous avez des positions, n'hésitez pas à l'indiquer. On va commencer tout de suite. Ok, merci beaucoup. C'est bon, ok, bon, parfait. Alors, donc une position à la vente qui a été déclenchée ce jour. Position à la vente sur le dollar face à la lire turque. Sur l'analyse, en tout cas inspiré de l'analyse d'Adrien Raymond. Après, j'ai quand même placé des choses par moi-même. Ok. Donc voilà comment ça se présente. Donc prise de position à la vente à 1.91 sur la lire turque. L'objectif il se situera vers 1.85, on va tracer les repères techniques. L'idée c'est des raisons fondamentales techniques et également les taux d'intérêt dans notre sens. Donc plusieurs éléments dans notre sens. Également des taux d'intérêt qui viennent d'être relevés par la Banque centrale turque, donc ça fait beaucoup d'informations positives qui vont dans notre sens, donc tant mieux, on en profite et pour le moment ça se passe bien puisqu'on cote 1,9033, donc on fait 67 points de profit, 26 €, donc je suis pas lourdement exposé, j'ai un mini lot. On a toujours notre position à la vente sur le dollar yen et notre position à la vente sur le CAC. Le problème c'est que là dollar yen et dollar face à la lire turque on est dans le même sens. Alors certes ça reste deux paires de devises assez lointaines puisque la lire turque et le yen japonais c'est quand même deux devises assez loin, qui n'ont pas de rapport direct, mais s'il y a des gros événements, on peut avoir le même type de comportement sur le dollar, donc ça peut multiplier le risque. C'est pas le top, mais bon, voilà. Donc je prendrai plus de position en tout cas supplémentaire. Là on a déjà 3 positions ouvertes, même si celle du CAC 40 c'est qu'un tiers, les deux autres sont complètes, donc voilà. Donc l'idée sur le dollar face à la lire turque, voilà ce que c'est. Donc on avait une dynamique de fond haussière ces derniers temps, qu'on peut repérer ici, avec ce support oblique haussier, qui conduit le mouvement avec des plus bas de plus en plus haut. Également, on avait des plus hauts de plus en plus haut, comme on le voit ici. Donc là, on a cassé le support oblique haussier. On a eu une accélération baissière. Donc les vendeurs tentent de reprendre en main le marché. On a un signal technique avec le cassure de support oblique haussier long terme. Si on prend les plus bas marqués en janvier et les plus hauts marqués il y a quelques jours, voilà ce que ça donne. Donc on a retention de plus de 23.6 et la prochaine zone pourrait être les 38.2, donc un retour vers 1.8860 environ. Plus bas on a la zone des 50%, et également une ancienne zone de support, donc il pourrait se situer vers 1.85, 1.8550, qui sera notre zone d'objectif si on ralentit ici. Alors, comment on peut sortir en cas de gain? Soit on revient par exemple sur les 38.2 et on a des signaux de retournement, à ce moment-là je pourrais prendre le bénéfice. Soit on accélère très fort, on arrive jusqu'au 85, mais on est toujours très fort, donc à ce moment-là je laisse courir, et une fois qu'on a le ralentissement je prends le bénéfice. Soit on arrive sur les 50% et les 85, on commence à se retourner, et je peux prendre mon bénéfice plus haut, par exemple 86 ou 87. Si ça se passe mal, j'ai des points de sortie, donc en 3 fois, à hauteur de 1.9750, donc au-dessus des précédents plus hauts qui ont été marqués il y a quelques jours. Donc ce point de sortie est à peu près aussi loin que l'objectif des 85. Second point de sortie à 2, qui est une parité importante, et un chiffre rond important bien sûr. Et un autre à 2.05. Donc on va calculer le risque total sur cette position, et ce que je peux aller chercher. Donc sur cette position, ensuite on va voir ce qui a motivé la prise de position. Bon, ceux qui ont suivi l'analyse de Adrien Raymond, on va voir qu'il y a eu de nouveaux éléments, et ça allait dans ce sens, donc on en a profité. Donc on est à 40 centimes du point. Donc si on va chercher 85, ça fera 600. Donc 600 points fois 0,40 qui feront un gain de 240 €, soit environ 2,10%. Et si ça se passe mal, donc on a une première perte. Donc à 97,50, ça veut dire 650.
Donc 650 fois 0.4 divisé par 3, ça fait 86 €. Donc 86 € on retient. Ensuite le second c'est 2, donc c'est 900 fois 0.4 divisé par 3, on fait 120 plus 86 qui nous font 206. Et si on prend le dernier stop qui est à 2.05, ça nous fait cette fois 1400 points. Donc 1400, alors pardon, je me rappelle plus, c'était combien? C'était 206 je crois. 1400 fois 0.4 divisé par 3, 186, donc 186 plus 206, c'était ça le chiffre que je viens de donner avant, je me rappelle plus. Si on fait 392, donc on a un risque global qui est plus fort que l'objectif potentiel, à peu près une fois et demie de plus. On a un risque total sur cette position qui est de 3,9% si ça se passe vraiment mal. C'est vraiment un scénario catastrophe et ça sera un scénario qui se mettra longtemps dans le temps. Donc c'est une perte qui est acceptable, en plus qui s'étalera sur une longue période. En revanche, si ça se passe bien, ça peut aller assez vite. Et on voit pour le moment on a cerné une bonne impulsion, donc tant mieux. Voilà, on laisse courir donc toujours cette position à la vente. Je ne vois pas le suivre mes positions à tout moment sur Twitter ou sur le MyFXBook. Alors, enfin, donc voilà pour les objectifs. Je vais repérer un seuil en plus. Je mets d'une autre couleur qui est les plus bas. Donc à la fois c'est les 50%, mais en plus on a ce seuil qui n'est pas en rapport avec les Fibo. On va le mettre en bleu, voilà. Et donc on a une résistance horizontale ici. Donc pas grand chose de plus à signaler techniquement. Fondamentalement on va aller voir de plus près ce qu'a expliqué Adrien Raymond sur le forum. Déjà je fais un post glisse sur le chat écrit. Ça on avait vu, pas grand chose aujourd'hui. Donc Overload qui laissait un lien vers son MyFXBook. Donc MyFXBook avec plus 9,43%, il s'agit d'un compte démo, il n'y a pas de broker indiqué. Pour le moment ça se passe bien, là tu as plusieurs positions ouvertes avec une perte en cours de 263 $. Et tu as réalisé jusqu'à maintenant 4714 $ de profit. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta manière de gérer ce compte? Quelle est ton approche, etc. Ça peut être intéressant, Overload. Tipiak qui disait tu devrais utiliser la ligne de commande, ça ira plus vite. De quoi tu parles Tipiak, la ligne commande? Vous devez surveiller l'USD TRI car le cours est désormais sous 1,9080 et une descente sous 1,90 sera la confirmation pour une vente swing. D'accord. Et donc ça c'était qui c'était toi qui avais mis ça, Phil? Eh ben dans ce cas-là on a la même vision des choses, mais moi j'ai pas pris par rapport à toi, même si tes points de vue sont souvent intéressants et judicieux. J'ai repris par rapport à cette analyse d'Adrien Raymond. Donc je vous invite à regarder, je vais vous mettre le lien, l'interview qu'on a fait la semaine dernière, mercredi dernier d'Adrien Raymond, où il expliquait justement pourquoi il fallait surveiller la lire turque. Et là donc, ce jour en complément, il a publié cette analyse, ce point en tout cas. Bonjour à tous, suite à mon analyse sur la lire turque de la semaine dernière, la Banque centrale de Turquie vient d'annoncer une hausse de son taux d'emprunt overnight. Elle relève ce taux de 6,5 à 7,25%. Elle laisse son taux One Week repos inchangé à 4,50%. Un signal clair sur l'USD TRI pourrait s'effectuer avec l'annonce sur les taux cet après-midi. J'attends une cassure de 1,9080 TRI pour confirmer le potentiel d'appréciation de la lire turque avec un objectif bas vers 1,85 à 85,50. On peut également attendre une cassure du seuil psychologique des 1,90 avant de passer short. Voilà, donc moi j'ai un peu anticipé ça, mais c'était bien sur cette idée-là. Donc merci Adrien pour son partage, son analyse. Et voilà. Donc je peux eu un spread énorme, je crois que j'ai 5 ou 6 points de spread chez Active Trades. Donc c'était très bien. Alors je vais juste regarder au niveau du swap, justement chez Active Trades, chez qui j'ai ce compte démo là que je gère dans le cadre de l'émission, s'il y a indiqué combien je vais prendre par nuit. Donc ça c'est un point important hein, puisque soit ça va augmenter mon gain, soit ça va réduire ma perte. Donc ça c'est un point qui est clairement positif. Alors, propriété, calendrier, marge, voilà, non c'est pas marge, c'était les swaps. Alors je sais pas comment on peut avoir les swaps, si vous le savez, vous pouvez me donner le swap, certains ont des liens parce que je connais pas du tout, sinon je devrais avoir moi-même cette nuit.
Désolé, j'avais zappé que tu étais sur Windows, Zetipiak. Alors, Phil qui laissait un lien. Désolé, ça en avait vu. Overlord qui disait, j'essaye de tenir des positions courtes, mais j'ai beaucoup de mal à couper une position perdante, disait Overload. Oui, alors ça, justement, avoir du mal à couper une position perdante, c'est vraiment un des points classiques au niveau de la psychologie. Donc il faut lutter contre, complètement. Ou alors il faut réfléchir à des manières de gérer ton compte qui permettent de ne pas prendre de pertes, mais être prêt à perdre l'ensemble de ton compte. Donc par exemple, tu vas viser un profit de 20% avec une martingale, mais tu te dis que tu es prêt à perdre tout ton compte. C'est pas l'idéal, franchement, mais bon, c'est une solution si vraiment tu veux pas prendre de pertes. C'est quand même pas grave de prendre des pertes, mais je comprends par contre que ce soit difficile. Donc là on avait... D'accord, oui. Pour plus d'informations sur les rollovers dividendes, voilà donc. C'était Adrien Raymond effectivement qui avait partagé ça. Bon, enfin bref. Alors. Donc voilà, un peu notre prise de position sur ce dollar face à la lire turque. Donc là, l'avantage qu'on a, c'est un signal technique clair, je pense que ça se passe de commentaires, une impulsion en cours. Le désavantage, c'est qu'on est contre-tendance. Un avantage qu'on a, c'est qu'on a une décision de banque centrale qui va plutôt dans le sens de la position qu'on a prise. Et on a les taux d'intérêt qui sont dans l'autre sens. Donc on a beaucoup d'avantages, peu d'inconvénients par rapport à cette prise de position. Tout notre risque est calculé, notre gain potentiel également. Donc on n'a plus qu'à laisser courir. Alors, il y a les fils qui laissent un autre lien. C'est quoi que tu nous montrais exactement, Phil? En 50 minutes, vous devez surveiller le ZTRI car le cours est des... Oui, d'accord. D'accord. Effectivement, Phil, hein, c'est clairement par rapport à Adrien Raymond, de toute façon, que j'ai pris cette position. Donc merci d'avoir mis les liens. Vous pouvez suivre l'actualité, les analyses d'Adrien Raymond sur les liens qui vous ont été partagés par Phil, donc soit sur DailyFX, soit sur le Twitter d'Adrien Raymond. Alors, on va enchaîner avec les autres positions en cours. Donc on a toujours le dollar yen. Alors par contre, je vais ramener mon dollar face à la lire turque ici. Merde. Alors, le dollar yen qu'on a ici, pas de gros mouvement. On est dans les zones qui ont été déjà pas mal travaillées ces derniers jours. Il n'y a pas de mouvement franc. Hier, on a eu une belle impulsion baissière qui n'a pas été particulièrement suivie aujourd'hui. Aujourd'hui, on a donc un petit corps et des ombres au-dessus et en dessous. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas de direction franche. Moi, je continue à jouer mon biais baissier. De toute façon, quand je lance une position, je joue le scénario jusqu'au bout. Donc là, soit on sortira en perte si on remonte trop, en plusieurs fois, soit on va reprendre le chemin de la baisse. Il n'y a plus d'indication franche, donc c'est quand même pas l'idéal, mais le scénario est toujours valide, donc pour le moment pas de raison de sortir. Voilà, après si je vois qu'on met trop de temps, qu'on patine, qu'il n'y a plus aucun signal et que j'ai des bonnes opportunités autre part, pourquoi pas couper, prendre position ailleurs, mais ce serait pas l'idéal quand même. Sur le CAC 40, on a une belle journée de baisse aujourd'hui, tant mieux, donc ça réduit notre perte sur cet actif. Également, je vous rappelle que le principe de l'émission, c'est de surperformer le CAC 40. On a une des très belles hausses depuis le 24 juin, date de début de l'émission. On a une petite baisse, on verra. C'est suivi, moi je maintiens mon biais baissier, même si pour le moment c'est plutôt un échec, qu'on a sorti 2 tiers de la position en perte. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à nos positions en cours. Alors, Phil qui laissait encore un lien. Aujourd'hui les rollovers sont normaux sur toutes les paires du Forex. Pour les CFD suivants, faites attention à l'augmentation des rollovers au détachement de dividendes. D'accord Phil, mais qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Je vois que tu as eu plusieurs fois ce lien. Alors Tipia qui disait ton micro fait du bruit. Normalement c'est pas mon micro, c'est le ventilateur. Mais comme il fait super chaud, je peux pas faire autrement. Est-ce que c'est insupportable ou c'est normal au niveau du bruit du micro? Ok. Alors on va enchaîner avec ce qui s'est passé ce jour, voir également les points de vue dans les salles de marché. Donc pour ça, comme chaque jour en début d'émission, on va se rendre du côté de Romandie. Alors... Bourse de Francfort sans élan, moins 0,20%. Bourse de Paris termine en léger repli de moins 0,43%, on va lire ça. Attentiste avant des résultats.
La bourse de Paris a terminé en léger repli, moins 0,43% mardi dans une séance dénuée de rendez-vous majeurs, les investisseurs faisant preuve d'un certain attentisme avant une salve de publications d'entreprises dans les jours à venir. L'indice CAC 40 a perdu 16,83 points pour finir à 3 923,09 points dans un volume d'échange faible de 2,3 milliards d'euros. La veille, il avait légèrement progressé de 0,37%. Après une ouverture en légère hausse, le marché parisien est resté hésitant tout au long de la séance, commençant à perdre du terrain en fin d'après-midi avant de terminer dans le rouge, entraîné par Wall Street qui hésitait après une ouverture dans le vert. Il s'agit d'une séance de consolidation après la hausse récente, a commenté Olivier Noël, gérant à Turgot Asset Management. Selon Michael Eason, analyste chez CMC Markets, l'enthousiasme des marchés européens s'est émoussé dans l'après-midi après un indicateur décevant aux États-Unis. L'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Richmond étant ressorti moins bon que prévu pour le mois de juillet, a-t-il précisé. En outre, le marché a opté pour l'attentisme avant de nombreuses publications d'entreprises du CAC 40, poursuit M. Noël. Près de 150 sociétés du S&P 500, l'un des indices de la bourse de New York, et plus d'une cinquantaine en France publieront leurs comptes d'ici la fin de la semaine. Ces dernières rythmeront la tendance sur ces prochains jours, confirme Franklin Pichard, directeur de Barclays Bourse. Du côté des valeurs, Bouygues a bondi de 6,85% à 22 €, profitant de l'annonce de négociations exclusives entre sa filiale Bouygues Télécom et SFR pour partager une partie de leur réseau mobile. Voilà, donc après, ça des points plus spécifiques. Donc voilà ce qui s'est passé ce jour à la Bourse de Paris. Donc, Phil qui disait un taux relevé à 7,5% est attractif, surtout avec un effet de levier. Disait Phil, tout à fait. Ma production, même si elle est sans levier, c'est ça aussi qui m'a motivé. Qu'entends-tu par swap? C'est ça en fait, c'est le rollover, Phil. C'est le taux d'intérêt, puisqu'il est dans mon sens. Je dois savoir combien par jour je vais toucher chez Active Trades avec une position de 0,1 lot, donc à la vente sur le dollar face à la lire turque, donc en tant qu'acheteur de lire turque. Sur EuroTRI, on gagne du rollover. Effectivement, oui, Phil. Donc c'était ça en fait ma question. Et je ne trouvais pas en fait sur le site d'Active Trade. Alors le point par rapport à Wall Street. Wall Street hésite après une salve de résultats et un indicateur décevant. La bourse de New York évoluait sur une note hésitante mardi à la mi-séance, digérant une salve de résultats et un indicateur décevant sur l'économie américaine. Le Dow Jones grignotait 0,10% tandis que le Nasdaq cédait 0,39%. Vers 16h GMT, 18h HEC, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average s'appréciait de 14,86 points à 15 560,41 points, quand le Nasdaq lâchait 14,07 points à 3 586,32 points. L'indice élargi Standard & Poor's 500, qui avait grimpé quant à lui à un nouveau sommet historique, cédait 0,17% à moins 2,83 points à 1697,70 points. Cette hésitation n'est pas tant due à un désintérêt des acteurs du marché qu'à une évolution de leurs investissements, selon Michael Gayed de Pension Partners. Certains titres du secteur technologique sont particulièrement à la peine, à l'image de Netflix qui perdait 5,18% à 248,38 $. Les bénéfices du site internet de vidéo à la demande se sont pourtant envolés au deuxième trimestre, mais la perspective d'un possible ralentissement de sa croissance inquiète. Les investisseurs faisaient aussi preuve de prudence face au géant de l'informatique Apple, moins 0,61% à 423,69 $, qui doit dévoiler ses résultats après la clôture, alors que d'autres grands noms du secteur comme Microsoft, moins 0,92% à 31,71 $, et Google, moins 0,57% à 905,53 $, ont fait état la semaine dernière de mauvais chiffres. Le fabricant de semi-conducteurs ST Microelectronics, ST Micro, chutait pour sa part de 8,89% à 8,92 $ à la bourse de New York, après l'annonce d'une perte nette doublée et plus forte que prévue au deuxième trimestre. Parallèlement, d'autres secteurs font preuve depuis plusieurs jours de solidité, comme les valeurs industrielles ou financières, ou même certaines niches du secteur technologique, a remarqué M. Gayed. Les investisseurs accueillaient notamment positivement les chiffres du spécialiste de la chimie Dupont et son annonce d'une éventuelle cession totale ou partielle de sa branche chimie traditionnelle. Il saluait également le bénéfice en hausse de 17,5% et bien supérieur aux attentes du conglomérat United Technologies qui prenait 2,23% à 104,39 $. Mais l'annonce d'un recul de l'activité manufacturière de la région de Richmond, centre-est des États-Unis, par l'antenne locale de la Banque centrale américaine, Fed, a négativement surpris les acteurs du marché.
Cet indicateur relégué au second plan l'espoir de mesures de soutien supplémentaires à l'économie en provenance de Chine qui avait aidé Wall Street à démarrer dans le vert selon Patrick Howard de Briefing.com. Le Premier ministre de la deuxième puissance économique mondiale, Li Keqiang, a en effet assuré que la croissance économique du pays devait être maintenue au-dessus de 7%, le plus bas niveau tolérable par le gouvernement. Pour les investisseurs, ces remarques signifient que de nouvelles mesures seront mises en place pour s'assurer que la croissance reste supérieure à 7%, a indiqué M. Howard. Parmi les autres résultats du jour figure le groupe de messagerie UPS. Bon, bref, après ça va moins nous intéresser. Donc voilà. On va regarder encore d'autres choses. Le pétrole se replie à New York mais monte à Londres. Discours général... Ah non, pardon. Swisscom. Bon, Europe, légère tension sur les taux de la zone euro en l'absence d'impulsion. Ouais, Vincent, sur le Mumble, t'avais quelque chose à dire? Je vois que tu faisais le point. Banque mondiale, les engagements en 2013 ont légèrement reculé. Devise, l'euro monte un peu face à un dollar affaibli par des indicateurs. Pour actif, j'ai mis le lien dessus. Ah oui, ok Vincent, je vais aller voir ça. Merci de ton travail. Les Français pessimistes sur l'Europe. Italie, environ 18 millions d'objets. Non, ça c'est pas intéressant. Contrefait. Bon bah voilà. Pas grand chose de plus à signaler sur la situation fondamentale. Donc on a fait le point. Alors je vais voir Vincent qui m'a partagé le lien. Active Trades, page Forex Swap. Alors voilà. Donc symbole exotique. USD TRI, voilà, qu'on voit ici. Donc en étant à la vente, je touche 1,20 points. Donc ça, c'est chaque soir, Vincent. Ah ouais, alors, je vais lire, pardon. Les swaps pour holo vert représentent le calcul des taux d'intérêt déterminant le coût ou le bénéfice de maintenir une position ouverte d'un jour sur l'autre. ActiveTrade applique directement les prix reçus par ses banques fournisseurs de liquidités sur les comptes clients. Ok, merci beaucoup Vincent, c'était exactement ce qu'il me fallait. Alors, voilà, donc effectivement, vous voyez l'avantage de cette position à la vente sur le dollar face à la lire turque, c'est que, donc ici, chaque soir, je prends 1,20 points. Ce qui veut dire que donc je suis à une position à 40 centimes le point. Donc ça veut dire, on va dire en gros chaque soir je prends 50 centimes. Alors ce qui peut ne paraître pas beaucoup, mais quand même c'est des positions plutôt long terme. Donc admettons que cette position je la garde 2 mois. Donc 2 mois, sachant qu'on a 5 jours ouvrés dans la semaine. Je sais pas si je suis crédité aussi, donc en fait non, il y a 30 jours, hein. C'est bien 30 jours, donc c'est chaque jour. On va faire 60. Donc 60 fois 0,5, donc ça nous fait 30. Donc ça fera 30 € par exemple. Donc si on met 2 mois à aller chercher mon objectif, on peut mettre beaucoup moins, hein, mais je donne un exemple, je gagnerai 30 € de plus. 30 € qui représentent quand même environ 0,25% de mon capital. Donc c'est pas rien. En revanche, si ça se passe mal, bon, en l'occurrence je vais sortir au fur et à mesure, mais on va dire que le stop loss est le même que l'objectif, bah, ça me fera 30 € en plus. Donc à stop loss et objectif égal, bah, ça fait un rééquilibrage intéressant. Puisqu'effectivement, là si on avait un objectif et un stop loss égal, je pourrais aller chercher 270 € si ça se passait bien que j'achète mon take profit. Et pour un stop loss égal, eh bien, je ne perdrais pour la même durée que 210 €. Donc une différence quand même significative au final, puisque ça fait un écart de 0,60%. Donc enfin voilà, c'est pas négligeable, c'est intéressant. D'où l'avantage d'être dans le sens des taux d'intérêt. Bien sûr, il ne faut pas rentrer n'importe comment, mais là, je pense que c'est cohérent. Attention, c'est des pips. Voilà. Ok, donc bah on va enchaîner avec un coup d'œil sur les autres paires de devises. Il est déjà 18h37, on va continuer jusqu'à 19h12, donc il reste du temps quand même. Alors le câble continue à bien monter, on est dans une zone qui est bizarre, qui a déjà été travaillée, on n'a pas de tendance franche. Donc moi ça m'intéresse pas ce marché, je reste en dehors. Euro-dollar, on est toujours à l'intérieur du triangle, dans une zone d'hésitation, on approche de la partie haute. Dans un triangle, ben, tant qu'on est à l'intérieur, on peut vendre quand on atteint la partie haute et qu'on amorce un retournement, ou acheter quand on atteint la partie basse et qu'on amorce un retournement, ou trader les cassures. Pour l'instant on n'a aucun de ces scénarios, donc ça ne m'intéresse pas.
Euro-Yen, on est très haut. Là, à ces niveaux, soit j'attends une figure de retournement, donc une tentative de représentement du marché par les vendeurs. Aussi, je peux me protéger de manière assez serrée et cohérente au-dessus des précédents plus hauts. Et jouer une correction, surtout que c'est des gros mouvements qui ont été faits ces derniers mois par rapport à la politique de la Banque centrale japonaise de dévaluer le yen. Eh bien, grosses tendances indiquent et peuvent être précurseurs de grosses corrections également. Et ça peut être intéressant à jouer. Pour le moment, on est toujours en tendance haussière avec des plus bas de plus en plus haut. On peine à marquer des plus hauts que les précédents, mais on n'a pas encore de signal de retournement avec une grosse représentation du marché par les vendeurs, comme on aurait pu l'avoir par exemple le 11 juin. Donc pour le moment, pas de prise de position. L'or qui avait bien monté hier, eh bien, très belle bougie hier. Pour l'instant, je reste en dehors du marché. La dynamique de fond est toujours plutôt baissière, mais on a cassé le support oblique haussier. Donc c'est bizarre. Je reste tout de même toujours plutôt vendeur, mais j'attendrai pour shorter un beau signal de vente, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc par exemple une grosse bougie, une belle impulsion. Sur DAX, c'est un peu la même chose que sur le CAC, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc le CAC, on va le commenter quand même, ce que j'ai pas fait. Donc si je reviens sur le CAC 40, voilà ici. Dynamique de fond toujours haussière avec des plus bas de plus en plus haut, de plus en plus haut. Là, on va voir si on parvient à casser les précédents plus hauts. La phase de correction dernière était quand même assez importante. Donc moi j'ai toujours un biais plutôt baissier, pour l'instant ça n'a pas payé. Si je dois rentrer sur le marché, actuellement ce serait plutôt à la vente, un peu comme ce qu'on vient de voir sur l'euro-yen, tant qu'on est en dessous des précédents plus hauts. Mais pour ça j'attendrai un beau signal de retournement. Pour moi la bougie du jour n'est pas suffisante pour shorter, il faut attendre plusieurs bougies de ce type pour avoir un signal, ou une grosse bougie, une grosse impulsion baissière. Quand je dis une grosse bougie, ça peut être comparable à ce qu'on avait eu par exemple le 19 juin dernier. Donc pour le moment pas de signal de ce type, donc pas de prise de position. Voilà. Alors, on enchaîne avec le dollar face au franc suisse. Dollar franc suisse, on est ici en graphe journalier dans une dynamique de range. À peu près au milieu du range, donc rien à dire. Pas grand chose à faire. USD CAD, belle bougie de baisse ce jour. Je vends pas puisqu'on est sur une dynamique de fond haussière. Au contraire, j'attends de voir ce que vont faire les acheteurs au contact de la zone de support. Donc soit effectivement les acheteurs ne reviennent pas, on a des vendeurs qui cassent cette zone et à ce moment-là on peut éventuellement shorter en suivant l'impulsion. Surtout si on commence à casser les 50%. Soit on a des acheteurs qui reviennent, on amorce un rebond, à ce moment-là on peut entrer en position dans le sens de la tendance de fond avec une tentative et une amorce de représentement du marché par les acheteurs, donc ce serait assez intéressant. Alors au niveau de l'argent, à peu près la même chose que sur l'or, donc je ne vais pas insister. AUD, USD, dynamique de fond très clairement baissière, on a cassé à la hausse le support oblique baissier mais qui était très franc et très fort, donc c'est normal qu'il soit cassé au bout d'un moment. Là toujours biais plutôt baissier, donc ce qu'on peut faire, surtout au vu de la force de l'impulsion et de la tendance baissière qu'on a eu ces derniers mois, c'est attendre que le mouvement de correction s'essouffle et de reprendre position une fois que les vendeurs reprennent en main le marché. Alors l'euro, livre sterling, franchement rien à dire, dynamique de fond haussière, mais pour l'instant on ne parvient pas à marquer des plus hauts que les précédents. À la limite quand on casse le drapeau, on pourrait prendre une position à l'achat, mais on en est loin. Il n'y a pas de dynamique franche pour le moment. Euro franc suisse, je maintiens ce que je disais hier, essayer de choper des points bas et de les acheter tant qu'on est au-dessus de 1.20 qui est un seuil défendu par la Banque Centrale Européenne. J'ai tout expliqué hier, donc je vous invite à revoir. Mais en gros là, mon idée ce serait attendre qu'on ait des impulsions haussières, les suivre. Et si ça se passe bien, tout de suite on chope le bénéfice avec par exemple 50 points. Si ça se passe mal, on peut moyenner. Donc on prévoit dès le début qu'on va moyenner, donc on l'intègre dans notre risque maximum, etc. Tant qu'on est au-dessus des 1.20. Parce qu'il y a énormément de chances qu'on corrige, etc. Et pour moi, c'est un seuil qui n'est pas du tout remis en question. Donc c'est vraiment un avantage énorme que d'avoir la Banque Centrale Suisse, mais ne serait-ce n'importe quelle banque centrale, mais la Suisse elle est très solide, qui soutient son stop loss ou sa stratégie. Voilà, c'est une vraie opportunité de mettre les probabilités dans son sens en tout cas. Bon, en tout cas, c'est intelligent de jouer de cette manière. Alors ici sur l'AUDGPY, je ne vais pas revenir plus en détail, on est sur une impulsion baissière, là on a de l'hésitation, une espèce de range qui s'est mis en place. Pour moi, on est dans la partie haute du range, mais je ne suis pas fan de vendre des supports ou des résistances au moment où les attaque. Moi, j'en plus des retournements. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est attendre des signaux. Par exemple, ce qu'on avait eu là cette journée du 10 juillet dernier, c'était sympa. Une belle englobante baissière, juste après une phase de repli. Bon, d'ailleurs, on a eu 3 bougies de baisse, on n'est pas parvenu à casser les précédents plus bas, mais c'était un signal cohérent et intéressant. Alors le Dow Jones, j'avais dit que j'étais acheteur à un moment de la cassure des précédents plus hauts. Donc là dans le cas de cette position, je serais toujours plutôt sur un biais acheteur. Par contre au cours actuel, je n'achèterai pas. Je ne serai pas non plus vendeur, puisque pour moi les vendeurs ne montrent pas qu'ils sont capables de reprendre en main le marché. Voilà, donc là si on attend un signal, moi si on a une très grosse bougie baissière, je vendrai, puisque pour moi, là pour le moment on n'a pas vraiment cassé les précédents plus hauts. On a essayé de casser, pour moi c'est un échec, on ne parvient pas à s'extirper et à accélérer. Alors sur USD HKD, bien USD HKD, un peu comme sur l'euro franc suisse, on achète les points bas,
et on établit des stratégies tant qu'on est au-dessus du seuil protégé par la Banque centrale hongkongaise. Je vous invite à voir les analyses précédentes, hein, les émissions précédentes pour voir les stratégies, et vous pouvez demander notamment à Phil, hein, qui a une position. Ce qu'il en est également, Adrien Raymond en a pas mal parlé pendant le moment. Ici sur AUD-CAD, dynamique de fond très clairement baissière, on attend que les vendeurs mettent un coup de pression pour reprendre position dans le sens de la tendance sur phase d'impulsion. NZD-USD, belle phase de correction sur une dynamique baissière. On peut attendre que les vendeurs reviennent pour suivre l'impulsion initiale sur une impulsion court terme. Le VIX, on a tenté de corriger ce jour sans vraiment parvenir à se retourner. Donc pour le moment, on reste en dehors du marché. Si on a une belle bougie de hausse, on peut acheter puisqu'on est très bas. Donc 14,55, on n'est pas non plus très bas, mais plutôt acheteur. On a un seuil psychologique important, enfin psychologique, on a un seuil technique pardon, important en dessous, là au niveau des 13,76 qui ont été marqués le 19 février dernier. Voilà, donc là plutôt acheté. C'est un produit financier qui est plutôt borné, hein, le VIX. On voit qu'on a du mal à accélérer à la hausse sur les marchés américains, donc pourquoi pas établir des stratégies d'achat de VIX en se protégeant sous des précédents plus bas importants ou sous des seuils techniques cohérents. Nikkei bouge pas des masses, il est un peu remonté, là on voit pas très bien ce qui se passe, pour le regarder en entier si on le souhaite. Et on termine avec le Sweet Crude Oil, dynamique de fond baissière, donc là, de fond haussière, petite phase de correction, donc si on a des acheteurs qui reviennent franchement, pourquoi pas acheter, ce serait cohérent. Après attention aux zones de résistance potentielles. Donc là quelques produits on n'a pas pu les voir, on va aller les voir ensuite sur des sites de graphiques plus complets. On a fini avec notre étude technique pour Active Trades, donc sur notre compte de trading. On va aller voir d'autres produits là sur TradingView. Et donc pour conclure, quand même petit événement ce jour, parce que c'est pas tous les jours sur ce compte qu'il y a des positions, c'est cette prise de position à la vente sur le dollar face à la lire turque. Alors actuellement on a 3 positions en cours, donc une gagnante de 30 €, c'est notre position à la vente sur le dollar face à la lire turque. Une position à l'achat avec un swap négatif, c'est notre position à la vente sur le dollar face au yen japonais. Donc là on accumule 30 centimes de swap négatif, on perd 52 €. Et une position à la vente sur le CAC 40, c'est notre dernier tiers de position qui restait, et on perd 6,60 €. Donc au total on perd 28,26 € sur l'ensemble de nos 3 positions ouvertes, soit une équité qui est à 10 321,92 € avec un compte qu'on avait commencé à 10 000 € il y a un mois. Alors d'ailleurs, puisque ça va faire un mois là demain, eh bien j'en profiterai demain pour faire un bilan mensuel, et puis préparer les mois suivants. Voilà, donc tout se passe bien, tout est cohérent, tout est calculé, donc je suis très content pour le moment de la gestion de ce compte, et on va continuer à travailler comme ça. Alors sur le chat écrit, on avait quelques réactions, ça on avait vu, euro, lire turc, on gagne du rollover, effectivement, si on vend, Phil, oui, je suis d'accord. Bonjour à tous, salut Market Bull, Phil qui laissait un lien, alors... Voilà, c'était le lien qu'avait mis Vincent, donc j'aurais dû le partager effectivement sur le chat écrit. Tu l'as fait, merci. 1.20 points. 1.20 pips pour un lot de 100K. Peu importe en fait, Phil, puisque c'est en pips, ça peut être pour 10 mini-lots ou pour un lot, c'est pareil. USD ZAR décroche aussi, disait Phil, sud-africain. On va aller jeter un coup d'œil à ça. Alors... Ok. Donc sur USD ZAR, ici en graphique journalier. Donc alors attends 2 secondes. Et Vincent qui disait oui c'est pour une position de 100K. Mais en fait c'est pareil puisque c'est un pips. Donc comme j'ai dit, que ce soit 10K ou 100K, un pips c'est la valeur du pips qui change. Mais par contre en termes de points, le rollover soit toujours le même. Exprimé en termes de pips. Alors ici sur le dollar face au rand sud-africain, voilà ce qui se passe. Donc on a une dynamique de fond haussière, avec des plus bas de plus en plus haut, et des plus hauts de plus en plus haut, assez régulier, hein, ce support oblique haussier. On va également tracer la résistance oblique haussière. On va en tracer 2 en fait. Une comme ça, et une plus haute. Voilà. Donc, on a une zone de résistance plus large, une zone de support très bien établie. Une dynamique haussière très claire, avec une très forte impulsion ces derniers temps. Une phase de correction en cours.
Bon bah moi techniquement, hein, ce que je ferais, c'est que j'attends que ce mouvement de baisse se calme. Si on revient au contact du support oblique haussier, parfait. Si on est un peu avant, ben, on peut utiliser les rotations de Fibo pour voir si on a des points d'entrée cohérents. Donc bah, par exemple, là ce qu'on peut faire, c'est attendre déjà que le mouvement s'essouffle, puisqu'on a un peu d'impulsion, donc pas question de rentrer à la vente, à l'achat pardon. On laisse s'essouffler, on attend que les acheteurs commencent à revenir, pourquoi pas sur un seuil important de Fibo ou sur le support oblique haussier, je parle purement techniquement. Et à ce moment-là, on rentre, donc sur phase de correction, dans le sens de la dynamique de fond. Voilà, ce serait plutôt pas mal. Alors après, je sais pas quel est le taux d'intérêt du rand sud-africain. Je suppose qu'il est élevé, donc malheureusement, c'est mieux d'être à la vente. Donc si on attend un signal de vente, il faudra attendre la cassure du support oblique haussier tracé ici en marron, mais qui est quand même assez loin des cours actuels. Malheureusement, tant qu'on est au-dessus, je ne me vois pas du tout vendre ce produit, ce serait incohérent techniquement. Donc il ne faut pas s'inventer des signaux quand ils n'y sont pas. Donc là, plutôt jouer à l'achat, hein, pas n'importe comment. Attendre la fin de l'impulsion baissière, que ça se calme, qu'on amorce un retournement, et acheter à bon compte dans le sens de la tendance de fond. Voilà, donc pour moi, comment jouer ce dollar face au rand sud-africain. Alors ça, on avait vu, Sud-Afrique, USD-ZR, moins 13,21 pips, 5,61 points. Alors par contre, ouais, c'est vraiment important, merci pour la précision Phil. Voilà, regardez ça. Là par contre, c'est clair que dans le cadre de swing trading, c'est très important là, sur le rand sud-africain que de tenir compte de ça, parce que vous voyez, si je rentre à l'achat, eh bien je perdrai 13,21 points chaque soir. Donc c'est énorme. Alors ceci dit, c'est un produit, je crois, qui bouge beaucoup. Là par exemple, ce jour, on a une bougie de... le point haut était à 9,8. Là on marque à 9,7. Donc en fait ça fait quand même 1000 points. Ouais, c'est ça. Donc c'est énorme, ça fait 1000 pips. Donc en fait 13, voilà, ça relativise, puisqu'en général une paire, elle bouge plutôt de... Les paires qu'on a l'habitude de voir, elle bouge plutôt de 100 points par jour. Ici elle bouge de 1000 points par jour, donc il faut adapter la taille de sa position à la volatilité. Bien sûr, vous n'allez pas mettre une même valeur de points à un produit qui bouge en moyenne de 100 points par jour comme l'euro-dollar, un produit qui bouge en moyenne de 1000 points par jour comme le rand sud-africain. Du coup, ça relativise vraiment la taille du swap, même s'il est négatif, puisque 13 à ce moment-là ne représente que 1,3. Ce qui est négatif, c'est pénible, mais c'est acceptable. Voilà. Donc en revanche, si vous vendez, vous avez un swap positif de 5,61 points. Merci pour ces précisions. Alors, il est 18h51, déjà ça passe super vite. Alors on va aller sur TradingView, voir le Nikkei. TradingView vraiment excellent. Alors là, putain, les Américains, ils sont trop forts. Hein. Je suppose que ça vient de la Silicon Valley, tous ces trucs, c'est incroyable. Tout est ultra connecté, les données en direct, des analyses de partout, enfin incroyable. Franchement, c'est incroyable. La qualité des... C'est fou. Enfin, alors enchaînons. Donc vraiment, en TradingView à recommander à 100%. Je sais pas qui est derrière, je sais pas comment gagner de l'argent, mais c'est le top. Alors, je voulais voir le Nikkei. Voilà. Ok. Donc sur le Nikkei ici, bon, on va mettre les... Ah oui, on peut représenter plein de manières différentes, hein, les graphiques, c'est marrant ça. Même en point et figure ici. 2 petites secondes s'il vous plaît. Oui, allô? Ouais, c'est qui? Pardon. Alors, on va le mettre en graphe ici en chandelier, même si c'est pas le top. Donc, on a une dynamique de fond haussière. Voilà, clairement prononcée. On a profité très fortement de la dévaluation du yen japonais. Derrière, phase de correction importante.
les acheteurs sont revenus, donc un peu comme sur le dollar yen, eh bien, je jouerais plutôt un scénario de pullback, donc position à la vente, en se protégeant de manière multiple. Donc, par exemple, un premier point de sortie au-dessus des plus hauts marqués récemment, et un autre point de sortie, ou plusieurs, mais un autre point de sortie qui pourrait se définir au-dessus des précédents plus hauts qu'on a marqué le 21 mai dernier à 16 041,12 points. Donc on verra ce que ça donne. Pas grand chose de plus à signaler. Pour le moment on n'a pas de signal majeur non plus, hein, si on regarde ici en graphe. Bon, je suis pas fan de la manière dont c'est représenté là, mais bon. En gros, voilà, ici, c'est un peu tôt pour shorter, on n'a pas de gros signal de baisse, donc si on a une belle bougie de baisse, on pourra suivre l'impulsion. Pour le moment, c'est un peu tôt, il ne faut pas tenter de signal là où ils ne sont pas. On voit que les volumes ont baissé, donc on a vraiment eu des volumes excessifs, donc de l'excès sur cette paire ces dernières semaines, sur cet indice, ce qui n'est pas étonnant hein, quand on a des décisions de banque centrale aussi importantes que ce qu'on a eu récemment sur le Nikkei. C'est normal qu'on ait des gros mouvements et des choses qui ne sont pas habituelles. Alors on va, bon, ça va être tout au niveau de l'étude. On va passer au blog maintenant. On va aller voir ce qui se dit à droite à gauche sur les blogs qu'on a l'habitude de lire, les blogs intéressants. Commencer par le blog d'Enlil. Sa vidéo sera disponible demain. Utiliser les bandes de Bollinger dans le trading. Donc là il y avait, oui d'accord. Ça c'était les vidéos de Enlil. Je vous laisse un lien, je les ai déjà publiées sur Vidéo Bourse. Pour ceux que ça intéresse. Milton Friedman. Biographie de Milton Friedman qui est né à Brooklyn aux États-Unis en 1912 dans une famille modeste d'immigrés roumains. Il fait de brillantes études d'économie. Bon, alors je sais pas si c'est un trader ou quoi. Prix Nobel d'économie. Non, ça peut nous intéresser directement parce que c'est trop par rapport à l'économie, pas assez en rapport avec le trading. Le reste on avait vu, donc rien à signaler du côté de « 20 ans de baisse des taux partie 4 ». Ok, on lit cet article de Margin Call, donc 20 ans de baisse des taux, la 4e partie, Rock de Bot. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit en fait de la narration de 20 ans de travail en salle de marché d'un trader bonjour. Qui publie sur Margin Call. Oui, bonjour. Ça va? Ouais. C'est qui parlait là? C'est Trader Option, c'est ça? Voilà, ouais. Ok, ouais, ça va très bien et toi? Nickel. Alors, ça trade en ce moment? Ah, moi non. Ben là, j'ai congé, donc du coup, je me suis dit, je vais aller voir un peu sur le chat. Ok. Alors, sinon, toi, ça se passe bien dernièrement? ouais, ça va, ouais, tranquille. Bah là, je suis reparti sur plutôt du swing, là, dans le cadre de mes stratégies. Sinon, j'ai acheté un appartement, donc là, je suis plus en réel pour le moment, je suis en démo parce que j'ai mis de l'argent dans l'immobilier, là, pour l'instant. Je repartirai en réel à la rentrée, quand j'aurai de nouveau de l'argent à consacrer au trading. Donc là, pour le moment, je suis en démo en swing avec un compte témoin avec lequel j'essaie de surperformer le CAC 40. Voilà. Et toi, ouais, donc en ce moment, tu regardes plus trop les marchés, t'as plus le temps, c'est ça? J'ai pas le temps, je travaille toujours, donc par rapport aux heures de marché, je suis aucunement là. Ok, bah ouais, ouais. Et même en swing, etc., non, ça t'intéresse pas de regarder de temps en temps et de prendre des positions moyen-long terme? Non, mais ce qui m'intéresserait, ça serait peut-être d'acheter des actions qui seraient des penny stocks. Mais le problème, c'est que généralement, c'est que ça coûte quand même pas mal par rapport aux frais, donc il faut avoir un gros capital pour que ça soit rentable. Ok. Alors, on va lire donc ce qui était prévu. Alors, en ce début d'été de 1992, le SME n'avait pas connu de réalignement des parités depuis un long moment. Et la dernière dévaluation du franc en 1987, à part une petite dévaluation de la lire en 1990, essentiellement parce qu'il y avait unité des gouvernements et des banques centrales de la zone. Comme je l'ai évoqué précédemment, des déséquilibres ont pourtant
sont pourtant apparus entre les différents pays de la zone SME, exacerbés par la politique de la Bundesbank suite à la réunification de l'Allemagne. La pression monte. Le non danois au référendum sur la monnaie unique a donc poussé les marchés à s'interroger sur la robustesse des taux de change dans l'optique d'une fixation ferme et définitive, en 1997, des parités d'entrée dans l'euro. Tout au long de l'été 1992, la pression monta. Les devises s'affaiblirent face aux marques pour venir tester leur cours plancher, et l'un des signes les plus tangible de l'inquiétude qui montait était l'évolution du spread entre le Bund et l'OAT qui augmenta significativement de 50 points de base en mai à un pic à 130 points de base en septembre. Donc là on avait un graphique qui était indiqué, donc qui montrait justement cette hausse des taux. C'est aussi qu'entre-temps, les sondages montraient que le non gagnait aussi du terrain en France, à tel point que les résultats du référendum devenaient incertains. Septembre 1992 marqua le début de la vraie crise, et ce fut épique, un peu une répétition en grandeur nature de septembre 2008. Ça tangue dans le SME. Donc, les banques centrales avaient à leur disposition trois instruments pour contrer les attaques contre leur monnaie. Que la banque centrale de référence, la BUBA, baisse ses taux, mais elle venait juste de les remonter en juillet à 8,75%, 75% de la hausse en une seule fois. Pourtant, elle fit un geste d'apaisement en les ramenant à 8,25% à la fin de l'été. De remonter elle-même leurs taux pour d'une part attirer des capitaux par une rémunération plus élevée et d'autre part de renchérir le coût pour les intervenants d'être short de la devise. Si on est short, il faut en effet emprunter pour couvrir sa position de change. Si le taux augmente, le cours augmente. D'intervenir dans le marché des changes en achetant sa propre devise et en vendant du marque. Les deux dernières options ne pouvaient être que limitées. Remonter les taux forts et les garder élevés trop longtemps ne faisait qu'aggraver les problèmes économiques et donc, in fine, affaiblissait la structure de la devise. Affaiblissait structurellement la devise. Intervenir dans le marché des changes n'était possible qu'à hauteur des réserves de change disponibles, sauf si la Bundesbank intervenait de son côté pour soutenir la devise du pays partenaire. Et là, la BUBA était pragmatique. Elle n'intervenait d'abord que si les fondamentaux le justifiaient et bien évidemment si le pays tiers le demandait. Et comme toutes les devises moyennes et faibles étaient attaquées, il n'était pas imaginable de voir la BUBA soutenir tout le système à elle toute seule. Mesdames, la livre et la lire, descendez, on vous demande. Les deux premières devises à craquer, sans surprise, furent la lire et la peseta, dévaluées le 13 septembre de 8% chacune. Mais la pression ne se relâcha pas, y compris sur ces devises. 4 jours plus tard, après que la Bank of England a remonté ses taux à 15% et le gouvernement anglais très timidement monté sa détermination, le marché avait compris que la livre dévaluerait. De tels taux qui n'eurent pas d'effet sur la devise étaient intenables. Le 17 septembre, la livre non seulement dévalue, mais quitte le SME, chutant de 15% jusqu'à la fin septembre, et faisant de M. George Soros une star internationale en un jour, son gain atteignant en effet plus de 1 milliard. La peseta dévalue de nouveau de 5% et la lire quitte également le SME. La situation économique italienne de l'époque ne permettant pas de la maintenir dans un système de change aussi rigide, la lire perd 25% entre le 10 septembre et la fin du mois. Voilà, donc là il y avait un graphique justement qui montrait ça. Donc on voyait l'évolution donc de la livre et de la lire contre le mark. Donc en fait en rouge, pour vous expliquer un peu, pour pas vous montrer un graphique à rien vous dire, c'est le mark contre la lire. Donc on voit un mark qui se renforce très fortement. Ici il s'agit de l'année 92. Et en bleu, il s'agit de la livre sterling face au mark. Donc en vérité, ces deux graphiques sont corrélés.
Là, on n'a pas l'impression, parce que d'un côté, on compare la livre sterling aux marques, et de l'autre, la marque au livre sterling, à la lire, pardon. C'est pour ça qu'on a une décorrélation, ou plutôt une corrélation inversée. À J-3 du référendum, le franc tenait bon. Le 20 septembre, au terme d'un scrutin serré, le oui l'emporte 51-49. Le lundi 21 septembre, en Asie, avant l'ouverture en Europe, c'est l'apaisement. La grande bataille du franc. Mais, comme diraient certains, les requins ont senti l'odeur du sang. Ils veulent s'attaquer au gros morceau, le franc. Voir si tous les efforts consentis par la France pour s'arrimer aux marques depuis 1987 étaient pour de vrai. Elle dévaluait auparavant sa monnaie de 30% par décennie. Et la bataille fut homérique. Je ne me souviens plus exactement combien de temps elle dura, 2 à 3 semaines je dirais, mais je me souviens d'une action de la Banque de France qui m'a fait des sueurs froides en cette semaine de septembre. Nous avions en effet le sentiment à la banque que les taux courts allaient enfin baisser tôt ou tard en Allemagne, car la croissance et M3, la masse monétaire, montraient des signes de faiblesse avérés. Nous avions donc prêté à 6,9 et 12 mois pour emprunter chaque jour et ainsi bénéficier à terme d'un écart favorable entre notre taux de prêt et notre taux d'emprunt. Nous devions donc chaque jour emprunter 1,5 milliard de francs, ce qui sur des maturités aussi courtes est un petit montant, et la Banque de France avait un système d'emprunt d'urgence un peu spécial, car les banques qui avaient besoin de liquidités en urgence empruntaient pour une période minimale de 7 jours et maximale de 10 jours. Et le mardi 22 ou le mercredi 23 septembre, la Banque de France annonça qu'elle suspendait son mécanisme de prêt d'urgence à 7 à 10 jours. Immédiatement, tout le monde se rua pour emprunter ce dont il avait besoin dans le marché. Le JJ, taux en jour le jour, fit un bond de 10% à 100% en quelques minutes. Ouch, cela représente une perte de 3,75 millions par jour. Dans ces cas-là, vous êtes juste pétrifié parce qu'il n'y a rien à faire, juste encaisser sa perte. J'appelais donc un copain courtier pour essayer d'avoir des infos et trouver ma liquidité, et heureux hasard, la Banque de France annonça qu'elle mettait en place un nouveau mécanisme de prêt d'urgence, mais à 24 heures, avec un taux relevé à 11% avant que je ne me finance, et au moment même où je discutais avec lui. La seule action censée était de prêter, si possible à 100%, au cas où quelqu'un n'avait pas réagi assez vite. Ce que j'ai réussi à faire pour un, certes modeste, 50 millions, mais qui lui permit de faire une bonne journée, car le marché reprit ses esprits et le JJ revient traité aux alentours de 10%. La bataille était donc toujours en cours, mais le franc ne craqua pas, parce que la Bundesbank aida la Banque de France à défendre le franc, et face à une telle détermination, le marché capitula. Mais si le franc a tenu, c'est aussi pour une raison économique fondamentale exprimée sur ce graphique. Donc on va voir ce graphique justement. Donc il s'agit des comptes courants par rapport aux exportations de biens. Et donc on voit qu'on a eu une belle hausse des exportations, qui a même surperformé en 92 en tout cas les comptes courants. Donc on a plutôt une belle dynamique. Donc ça voulait dire que le franc était plutôt stable. Le franc était devenu une monnaie saine depuis 1990. Les balances commerciales et les paiements étaient largement excédentaires, l'inflation était maîtrisée et les taux réels étaient très élevés. Il n'y avait donc, contrairement aux autres victimes de la crise de 92, aucune raison économique pour que le franc dévalue, sauf évidemment à anticiper que les dévaluations des principaux partenaires seraient un coup rude pour les balances externes français. Je me suis souvent posé la question de ce qui se serait passé si la France avait suivi la voie de la Grande-Bretagne en laissant flotter sa monnaie et baissant fortement ses taux. La conclusion à laquelle je suis arrivé est que ce genre d'économie fiction n'a pas de sens et que quelle que soit la théorie que l'on avance, elle ne repose sur rien. La crise n'était pourtant pas finie, car en novembre, l'escudo et le peseta dévaluèrent de nouveau. Mais ceci s'apparentait, ce que nous pensions en tout cas, à des répliques de la crise de septembre. Les taux baissent nettement. L'une des conséquences de l'atténuation de la crise fut une belle détente des taux longs français de 9,20% fin août à 8,10% en décembre,
confiance dans le franc, net signe de récession à venir, indication d'une politique monétaire allemande qui se détendrait rapidement. L'année 1993 promettait d'être belle pour les obligations, c'est ce que je me disais en rentrant à Paris au terme de mon contrat. En rentrant, fini les obligations d'État, bonjour les obligations privées. Nouveau desk, nouveaux collègues. Nous travaillons sur les emprunts émis en francs français par les entreprises françaises ou étrangères, mais aussi quelques États souverains ou des agences supranationales comme la BEI ou la Banque mondiale par exemple, sur toute la courbe de 2 ans à 30 ans. La dimension taux s'ajoutait à la dimension taux s'ajoutait une dimension courbe des taux et aussi crédit, marché passionnant sur lequel les opportunités étaient fortes mais les dangers tout aussi présents. Jusqu'ici tout va bien. Le premier semestre de l'année 93 se déroula comme prévu. La Bouba abaissa fortement ses taux de 8 à 7%. La Banque de France suivit pas à pas en raison de la récession franche qui s'annonçait, moins 1% de la croissance en Allemagne, moins 0,7% en France, avec pour la France une inflation limitée à 2%. Il y eut bien quelques soubresauts, 10% de dévaluation de la pound irlandaise en février, logique étant donné la dévaluation du sterling, nouvelle dévaluation de la peseta et de l'escudo en mai, mais globalement la crise semblait finie. La peseta semblait en effet à son prix après avoir perdu elle aussi 30%. Pour mon activité, c'était du pain béni. Il suffisait d'acheter des obligations de maturité courte entre 1996 et 2000 et de les couvrir par des futurs à 10 ans et on gagnait sur les 3 tableaux. Gain de portage, pontification de la courbe des taux et resserrement des spreads. Comme nous travaillions sur des marchés relativement étroits, on pouvait agrémenter la sauce par des opérations commando de squeeze. Le principe était fort simple. Repérer une obligation dont le flottant n'était pas très important et qui semblait bon marché. S'assurer que les clients pouvaient être intéressés d'acheter du papier dans le futur. Aller voir tous les market makers et leur acheter dans un laps de temps réduit tout ce qu'il était possible d'acheter en mettant short dans le même temps. Stocker le papier et attendre que les gens viennent se racheter ou inciter les clients à investir. Dans ces cas-là, il est très amusant de voir qu'il y a un discours qui marche très très bien auprès des vendeurs et des clients et qui est le suivant. T'as vu, la Finlande 97, elle a bien payé ces derniers jours. Il y a des acheteurs dans le marché. Je pense qu'elle n'est pas encore trop chère. Et justement, j'en ai un petit peu en stock. Dépêche-toi avant que cela ne parte. Quand ça marchait, c'était spectaculaire. J'ai vu des obligations gagner 1 à 1,5% de prix en une seule journée. Mais on se faisait des ennemis. On ne pouvait pas le faire souvent, sous peine que les autres market makers, à terme, refusent de faire des prix. A contrario, ils avaient le droit de me faire la même chose dans un échange de bons procédés. Le premier semestre 93 se traduisit donc par une spectaculaire baisse des taux à 10 ans de 8,10% en début d'année à 6,75% en fin juin. C'est à ce moment précis que le marché décida qu'il était temps d'attaquer le franc à nouveau, alors que rien ne le laissait supposer. Juillet 93 fut terrible et déboucha sur ce que je vous raconterai dans la prochaine partie. RIP le SME. Ok, donc voilà cet article. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est quand même le retour d'expérience d'un trader professionnel. Donc c'est pas quelque chose qui se fait régulièrement et c'est quelque chose qui peut amener beaucoup d'informations. Et parce qu'étudier le passé peut bien sûr nous aider à comprendre l'avenir et à avoir des réflexes, en tout cas à se souvenir de certaines choses quand des situations de ce type pourront se présenter. Voilà un blog en tout cas d'une grande qualité que je vous recommande, donc margincall.fr. Alors apparemment ça bug. Donc je vais aller voir ce qui se passe. Bon actuellement... Personnellement tout est nickel. Ok, donc apparemment pour option, comment c'est déjà le pseudo, c'est trader option binaire, oui tout est ok. Donc là on a toujours nos 3 positions, tout roule. Alors je finis en faisant le point sur le chat écrit. C'est bien, tu consolides et tu diversifies, bravo, disait Tipiak, bonsoir. Personne ne connaît un site pour acheter des actions en bourse avec faible frais de commission. Ouais, trader option, tu demandais un site pour acheter des actions avec faible frais, hein, c'est ça? En fait, ouais, c'est plus des actions, parce que par rapport, comme je te disais, ça coûte trop cher, c'est genre quoi, 20-30$ par transaction.
si je m'en vais dans les sites que je connais. Donc du coup, même si t'as 1000$, même si tu fais 6-10%, après c'est plus rentable quoi. D'accord. Alors, en France en tout cas, je crois que les moins chers par réputation, je crois que c'est Bourse Direct, t'as Dubus également. Voilà, après, je sais pas, toi, peut-être que tu cherches plus quelque chose par rapport aux actions américaines, c'est ça? Ouais, plus. Les actions françaises, c'est pas intéressant. D'accord, bah là, je pourrais pas trop t'aider parce que les actions américaines, c'est pas mon domaine. Donc, en tout cas, avis aux gens sur le chat écrit, hein, si certains ont des courtiers qu'ils connaissent, n'hésitez pas. Trader Option est à la recherche. Alors, boursorama.com, français, les frais sont honnêtes. Et les actions internationales, regarde, mais c'est vrai que les actions européennes sont moins chères. Vu ton accent, je sais pas si au Québec ou au Canada c'est avantageux. 2 € par ordre, génial, mais pour ouvrir un compte, ça va être chaud, je suppose. Regarde bien, car au-dessus d'un certain montant, ça monte. Je sais pas, j'ai jamais ouvert de compte là, mais il y a un PDF à télécharger sur le site où tout est bien expliqué. Mais bon, c'est une banque sérieuse, soutenue par la Société Générale. Je dois les contacter par téléphone puisque je ne suis pas de la France. Ce soir sur BFM Business, reportage sur la crise financière. Effectivement, j'ai vu ça dans BFM Business Saga, là. Trader Option qui disait le prix du pétrole a monté en France. Ici, passé de 1,34 à 1,44 en 2 montées. Effectivement, oui, on a une belle hausse du pétrole. Ok, le reste, c'est déjà vu. Ouais, par rapport au pétrole, tu sais, c'est lié à quoi, justement, cette hausse du pétrole ces derniers jours, Trader Option? J'ai pas trop compris, qu'est-ce que tu disais? Par rapport au pétrole, là, tu as parlé de la hausse du pétrole sur le chat écrit. Tu l'as suivi, tu l'as tradé, et sinon, est-ce que tu as des commentaires à mais faire? en fait, c'est pas par rapport au prix boursière, par rapport au prix quand tu t'en vas tanker, quoi, prendre l'essence. Ouais, bien sûr, bah, les deux sont liés, hein. Oui, les deux sont liés, mais j'ai pas suivi, j'ai pas le temps, mais à chaque fois que je m'en vais au boulot, je regarde tout le temps le pétrole et tout, puis il a monté, après il a remonté tout de suite après. Mais en même temps, c'est parce que c'est les vacances des constructions. Puis à chaque année, c'est de même. Mais en même temps, le prix va monter de plus en plus, puisqu'ils ont atteint un pic pétrolier. Puis l'Arabie Saoudite sont plus capables de produire plus. Puis il y a de plus en plus de consommation, donc du coup, c'est sûr que ça va monter, puis voilà. Par contre, avec le système du gaz de schiste, je crois qu'ils vont pouvoir produire du pétrole aussi, c'est ça? Bah, c'est pas pareil, non. C'est différent. Puis après, gaz de schiste, il y a beaucoup de controverses et tout. Ils ont du mal à l'exploiter parce que c'est nocif pour l'environnement. Ouais, ok. Ok. Bon, bah sur ce, moi j'ai fini mon émission, donc je vais vous laisser. Bonne soirée à vous, et bah moi je serai Bonne soirée à toi. de 18h à 19h, comme tous les soirs de la semaine. Tiens, pour info, jeudi on recevra Vincent Gann, donc analyste pour FXCM et DailyFX, qui est un ancien analyste ou trader, je sais plus, à la BNP. Donc c'est assez intéressant, donc c'est jeudi soir à 18h. Ciao, bonne soirée à vous. Tiens, t'as vu, Vincent il t'a mis un lien vers Interactive Broker, mais je suppose que tu connaissais déjà. Oui, j'ai vu. Interactive, non, j'ai pas vu, mais je suis en train de regarder Binks. Regarde sur le chat écrit du Mumble, il t'a mis un lien. Oui, je vais regarder les deux sites qu'il m'a envoyés. C'est intéressant.